Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Hier, c'était le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, au début, Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, il est arrivé à la tribune de l'Assemblée et pendant une bonne dizaine de minutes, il a enchaîné des slogans creux, vides. Alors j'en ai noté quelques-uns, c'était très intéressant. Par exemple, on a eu beaucoup de reprendre notre destin en main, affronter pour avancer. Il a dit plusieurs fois ça, affronter pour avancer. Espérer plutôt que douter. C'est beau, non? La France rime avec puissance. Il a aussi répété une quinzaine de fois le mot souveraineté, sans jamais nous dire comment il avait l'intention de l'atteindre, que ce soit la souveraineté industrielle, dont il a évidemment été question, mais rien que la souveraineté démocratique, déjà, ça pose question, puisque, vous le savez, lors de ce discours de politique générale, contrairement à ce qui est la tradition, ce qui se fait dans à peu près toutes les démocraties, il n'y a pas eu de vote de confiance. Ça veut dire que le Premier ministre est là, il est simplement le fait du prince, Emmanuel Macron, qui lui en même temps était en Suède, et il ne sollicite pas le vote de confiance de l'Assemblée. On ne sait donc pas, à l'issue de ce discours de politique générale, qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Bon, après ces phrases creuses, il a commencé le cœur de son discours. Et là, je dois dire que je concède une erreur d'évaluation totale. J'ai pensé, et d'ailleurs j'avais l'occasion de vous dire, que, à mon avis, compte tenu du fait que des échéances électorales s'approchaient, on a les élections européennes au mois de juin 2024, puis les élections municipales en 2026, et derrière, nous arriverons aux élections présidentielles et législatives en 2027, j'avais la naïveté de penser qu'Emmanuel Macron avait déroulé l'essentiel du programme que l'oligarchie attendait de lui, et que désormais il allait un peu plus arrondir les angles. C'est vrai, après tout, ils ont cassé le code du travail, ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, baissé la fiscalité des plus riches, fait catapulter de l'argent public en masse envers les grands groupes, ils ont fait la réforme des retraites qui oblige les Français à travailler 2 ans de plus sans raison et contre leur volonté, ils ont fait la loi immigration avec l'extrême droite, et plein d'autres choses encore. On s'est dit c'est suffisant, ils vont peut-être s'arrêter un peu, lever le pied et faire des choses plus consensuelles. Quelle fut ma surprise d'entendre la suite du discours de Gabriel Attal après les phrases creuses, ça a été une déferlante antisociale extrêmement rude, tant et si bien d'ailleurs que même la presse de droite salue un discours de droite, et que les députés de droite qui étaient présents dans l'hémicycle, je les observais pendant le discours de Gabriel Attal, et très franchement, je me mettais à leur place, je me disais, mais il doit vraiment penser que Emmanuel Macron et Gabriel Attal, en fait, les ont complètement remplacés. Ils disent à leur place ce que la droite rêverait de dire. Alors regardons un peu dans le détail ce qui s'annonce, qui est d'une dureté absolue. D'abord sur la question du travail, pendant assez longtemps, Gabriel Attal s'est d'abord a félicité le bilan des gouvernements sous Macron qui l'ont précédé, celui de Mme Borne, de M. Castex, de M. Édouard Philippe, en disant et en rappelant que le chômage était au plus bas dans notre pays, au plus bas depuis 25 ans. Alors, sur le papier, c'est vrai. Les statistiques que nous montre le gouvernement, ceux dont il se félicite, montrent une baisse du chômage. La question, c'est comment obtiennent-ils ces résultats et est-ce que la réalité sociale, pour celles et ceux qui sont privés d'emploi, a été modifiée? Absolument pas. Pourquoi le chômage baisse essentiellement? Est-ce que c'est parce qu'on crée massivement de l'emploi pérenne? Est-ce que c'est parce que désormais, ça y est, tout le monde décroche un CDI, peut faire des projets dans sa vie, avoir une certaine sécurité de l'emploi, une certaine stabilité? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que vraiment il y a un retour de l'emploi pérenne dans le pays? On pourrait le souhaiter, malheureusement on le regrette, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, alors comment le chômage baisse? Le chômage baisse d'abord parce qu'il y a beaucoup de radiation à Pôle emploi. Alors si vous supprimez des allocataires, si vous supprimez des droits, et vous avez moins de chômage d'un point de vue statistique. Et de la même manière, vous avez une multiplication des emplois extrêmement précaires, des emplois très courts, des emplois qui clairement ne modifient pas la trajectoire de vie de celles et ceux qui s'y emploient. Et puis vous avez un recours massif, dont d'ailleurs Gabriel Attal s'est félicité, à l'apprentissage, c'est-à-dire faire l'alternance entre les cours et le travail, qui régulièrement n'aboutissent pas sur une embauche, qui sont régulièrement rompus en cours de parcours, mais qui, pour un moment en tout cas, réduisent les statistiques du chômage. Voilà en réalité pourquoi ils peuvent se féliciter d'une baisse du chômage qui clairement n'en est pas une. Il y a toujours un chômage de masse dans ce pays, on manque toujours de création d'emplois pérennes, pour une raison, c'est qu'on a cessé de diminuer le temps de travail, ou même le contraire, il augmente, notamment avec l'âge de départ à la retraite. Or, la meilleure manière de créer de l'emploi pérenne, c'est de partager le temps de travail. On produit plus de richesses avec moins de travail humain. On devrait donc pouvoir créer les conditions d'offrir un emploi pérenne à tout le monde.
et puis de faire en sorte d'avoir quelques exigences auprès de celles et ceux, les entreprises, les plus grandes notamment, qui se gobergent d'argent public sans qu'on voit réellement l'emploi qui en découle. Ensuite, il a annoncé la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, on l'appelle l'ASS, qui est une allocation qui prolonge l'indemnisation du chômage jusqu'à la retraite, tout en cotisant, et qui s'adresse aux personnes privées d'emploi qui sont les plus âgées. Eh bien, cette allocation va être supprimée. C'est une des annonces du nouveau Premier ministre. Il a évidemment, et c'est d'une brutalité sans nom, annoncé la généralisation du travail des 15 à 20 heures minimum d'activité en contrepartie du RSA, le revenu de solidarité active, c'est-à-dire que d'ici à 2025, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, veut que partout dans le pays, quand vous bénéficiez du RSA, rappelons-le, c'est un minima social qui est autour de 500-600 euros, on ne peut pas vivre avec ce montant-là, eh bien vous allez devoir travailler 15 à 20 heures par semaine pour pouvoir l'obtenir. Ce qui fait que par ailleurs, compte tenu des missions qui vous seront confiées, parce qu'il y aura parfois clairement des missions qui s'apparentent à celles que seraient les missions d'une personne en emploi, ça veut dire que les personnes en emploi vont être mises en concurrence avec les bénéficiaires du RSA. Et puis rappelons-le, le RSA c'est un minima social et normalement, et c'est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution, l'État doit subvenir aux besoins et permettre à celles et ceux qui sont privés d'emploi, qui sont démunis, qui ne peuvent pas travailler, de bénéficier d'un minima, sans contrepartie. On ne peut pas tolérer que des gens se retrouvent dans le dénuement le plus complet. Et vous savez déjà que la situation sociale dans ce pays est désastreuse, non seulement parce que les salaires n'augmentent pas, parce que les minima sociaux n'augmentent pas, alors qu'on pourrait les augmenter, mais que par ailleurs, les prix, eux, ne cessent de flamber. Donc, régime dur pour tout le monde, toutes celles et ceux qui bénéficient du RSA vont devoir bosser pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, il nous annonce une nouvelle offensive sur l'assurance chômage, de quoi atteindre le fameux plein emploi, en réduisant encore les droits des chômeurs, et une nouvelle étape dans les ordonnances travail qui avait été la casse du Code du travail de 2017 pour, prétendument, c'était Madame Pénicaud à l'époque, libérer les énergies. Voilà sur le front du travail ce qui nous est annoncé. On ne peut pas dire que ça soit très glorieux, ni que ça permette de répondre aux principaux défis qui sont devant nous, à savoir la revendication principale des travailleurs et des travailleuses, c'est de vivre dignement de son travail et d'augmenter les salaires. Non, c'est le contraire qui va se faire, ça va être à la baguette pour faire en sorte que, y compris celles et ceux qui sont les plus en difficulté, notamment les privés d'emploi, soient obligés de marcher au pas. Voilà ce que prévoit le gouvernement. Bon alors ensuite, évidemment, s'adressant à la nouvelle partie de l'hémicycle qui constitue la nouvelle majorité parlementaire, puisque vous avez vu qu'avant la trêve, ils ont voté la loi immigration avec la droite et l'extrême droite. Gabriel Attal a envoyé de nombreux signaux à la droite et l'extrême droite qui constituent sa nouvelle majorité parlementaire. Il nous a fait cette petite sortie un peu musclée en nous disant tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est pas inintéressant, vous imaginez bien à qui il s'adresse, évidemment. Avec le clin d'œil à la droite et l'extrême droite, cela fait référence notamment aux révoltes urbaines de l'été dernier. On a envie de le prendre au mot, Gabriel Attal. Tu casses, tu répares. Eux ont cassé le code du travail. Macron le premier. Ont-ils l'intention de réparer ce qu'ils ont cassé? Eux ont cassé nos services publics. L'hôpital, la santé, l'école, tout dysfonctionne actuellement dans le pays. Ont-ils l'intention de réparer? Allez-y, on vous regarde faire. Ensuite, c'était tu salis, tu nettoies. À qui s'adresse-t-il? Aux grands pollueurs industriels? À celles et ceux qui pourrissent l'air, l'eau, le sol? À ceux-là, on va leur demander de nettoyer ce qu'ils ont sali? Tu défies l'autorité, dit Gabriel Attal. On t'apprend à la respecter. Mais allez-y, les amis, on vous regarde faire. Allez faire respecter l'autorité à celles et ceux qui la défient, aux fraudeurs du fisc, aux patrons voyous, à tout cela. On vous regarde. Naturellement, on ne verra rien. Parce que vous ne ferez rien comme d'habitude et que ce sont toujours les mêmes que vous ciblez, plutôt que d'y apporter une réponse qui soit une réponse sociale. Là où il y a le plus de difficultés, là où les difficultés sociales sont les plus concentrées, eh bien, comme ses prédécesseurs, comme Nicolas Sarkozy en son temps, Gabriel Attal répond par la matraque. Vous avez vu qu'il prévoit maintenant des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans, qui évidemment ne peuvent pas faire de travaux d'intérêt généraux. Ce sera donc des travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans, plutôt que des moyens supplémentaires dans l'éducation, à l'école, dans le périscolaire, dans les centres sociaux, dans les associations. Plutôt que des moyens supplémentaires, ça va être une nouvelle fois la matraque, travaux d'intérêt éducatif. Et puis pour les parents de celles et ceux qui malheureusement commettraient des délits, eh bien eux, les parents,
vont se voir peut-être infliger des travaux d'intérêt généraux si leurs enfants a été pris en train de commettre un délit. Voilà le progrès vu par Gabriel Attal et la France nouvelle dont il est censé être l'incarnation. Sur le logement également, qui est, vous le savez, l'une des préoccupations principales des Françaises et des Français, qui représente plus d'un tiers des dépenses dans leur budget, eh bien, alors qu'on est bientôt à l'anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, et que la Fondation Abbé Pierre va présenter son rapport cette semaine, eh bien Gabriel Attal a ni plus ni moins dans son discours que remis en cause la loi SRU qui prévoit une proportion de logements sociaux dans chaque commune, sans quoi il y a des pénalités qui sont infligées à ces communes. Il veut intégrer à ce quota de logements sociaux les logements intermédiaires qui s'adressent aux classes moyennes. En réalité, c'est moins de logements sociaux et très sociaux. C'est donc une remise en cause nette de la loi SRU. C'est inacceptable. Et pour les acteurs du logement, qui voient très bien la crise du logement s'intensifier, c'est absolument inacceptable que le Premier ministre mette en cause à ce point une loi aussi fondamentale que la loi SRU. Pour la santé, qui est en grande difficulté aussi, chacun le voit avec l'hôpital, qui est de nouveau extrêmement en tension, avec la pénurie de médicaments, avec les déserts médicaux. Pas de solution proposée par Gabriel Attal, sinon que d'aller piquer les médecins dans les pays étrangers, en envoyant, a-t-il dit, un émissaire pour aller les chercher. Ça aussi c'est intéressant. Au moment où on vient de faire voter avec la droite et l'extrême droite, ils ont fait voter la loi immigration, où ils refusent la régularisation des travailleurs sans papier qui sont pourtant les premiers de cordée dans les métiers les plus compliqués, les métiers du bâtiment, les métiers du ménage, vous voyez tout cela. Ils refusent la régularisation à ces travailleuses et travailleurs. Par contre, ils vont envoyer des émissaires à l'étranger pour aller piller la ressource de certains pays, notamment sur l'aspect santé médical, en demandant à leurs médecins de venir. Voilà ce qu'ils font. En réalité, sur toutes les mesures attendues, notamment pour réarmer le service public, puisque réarmer c'est le grand mot d'Emmanuel Macron maintenant, réarmer l'hôpital, réarmer la santé, faire en sorte qu'il n'y ait plus de déserts médicaux, aucune proposition claire, précise n'a été formulée par le nouveau Premier ministre. En revanche, la grande solution santé de Gabriel Attal, c'est une mesure de sanction avec le fait de faire payer les patients qui ne se rendraient pas à un rendez-vous médical. Voilà la grande annonce santé proposée hier par le nouveau Premier ministre. Sur l'écologie, très franchement, c'est sans doute là qu'il y a aussi le plus à craindre, parce que alors que la crise climatique s'étend et que ses conséquences sont de plus en plus graves et qu'on a du mal à y faire face, aucune annonce, un manque d'ambition totale sur le front climatique de ce nouveau gouvernement. Tout juste un nouveau service civique écologique a été annoncé qui devrait voir s'engager quelques dizaines de milliers de jeunes pour on ne sait pas bien trop quoi en réalité. Bien, je pense qu'après un tel discours, il est urgent de faire preuve de combativité et de relever la tête. On ne peut pas laisser faire. C'est un gouvernement qui dirige le pays uniquement pour celles et ceux qui vont bien, pour ceux qui n'ont pas de problème, qui ont l'argent, qui ont le sou, et puis tous les autres qui cumulent toutes les difficultés de la vie, qui doivent faire avec les services publics dans les états absolument délabrés. Eh bien pour tout cela, ce sera la débrouille, mais à la condition, vous l'avez bien compris, de marcher au pas. Si on ne réagit pas, cette politique de désastre social va mener le pays dans les bras de l'extrême droite. Et croyez-moi, celles et ceux qui ont le plus intérêt à la politique que mène Emmanuel Macron, s'ils devaient choisir demain entre l'extrême droite de Mme Le Pen et M. Bardella, ou ce que nous représentons avec la France insoumise, clairement leur choix est fait, ils choisiront l'extrême droite parce que ce n'est pas l'extrême droite qui va améliorer le sort des gens qui souffrent dans ce pays. Ce n'est pas l'extrême droite qui va partager les richesses, qui va réarmer nos services publics. Non, ce n'est pas l'extrême droite qui va faire cela. L'extrême droite, elle va simplement poursuivre la division qu'ils sont en train d'opérer pour faire en sorte que, plutôt que de se rassembler, se regrouper autour de revendications communes, eh bien, on se sépare selon son origine, sa religion ou toute autre chose. Et puis surtout, et c'est sans doute le plus important, parce qu'évidemment les agriculteurs attendaient beaucoup de ce discours du Premier ministre, à peine 5 minutes, je crois, consacrées aux agriculteurs dans ce discours, et pareil, aucune mesure concrète, tant et si bien que la réaction des agriculteurs, c'était de dire « on n'attendait pas grand-chose, donc on n'est pas déçus ». Et d'ailleurs, on va poursuivre et intensifier notre mobilisation. Rien sur l'aspect souveraineté alimentaire, rien sur la question des revenus des agriculteurs, absolument rien. Et puis pire, on découvre que malgré les affirmations du gouvernement, les négociations pour de nouveaux traités de libre-échange, et notamment celui sur le Mercosur, se poursuivent avec l'aval de la Commission européenne. Bref, c'est un discours qui est désastreux. Moi, je vous l'avais dit, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de très arrondi, finalement assez vide. C'était le cas au début, pendant les 10 premières minutes, et puis après, ça a été une véritable déferlante
à laquelle incontestablement il faut résister et apporter des contre-propositions parce qu'il n'est pas question de laisser ce désastre social, cette déclaration de guerre sociale qui fait que la droite est plutôt satisfaite aujourd'hui des annonces qui ont été formulées, s'opérer dans le pays. Parce que en France, beaucoup de gens souffrent déjà énormément. Et honnêtement, je pensais à elles, je pensais à eux pendant ce discours, en me disant que quand on est dans une situation de précarité, de pauvreté ou de difficulté, quelle qu'elle soit, eh bien franchement c'est un discours qui fait peur. Il a beau être prononcé par un jeune homme qui nous explique qu'il est né en 1989, qu'il est homosexuel, tout ça est très bien, c'est parfait. Mais en attendant, c'est un discours d'une brutalité sociale considérable qui honnêtement a fait siffler les oreilles de beaucoup de gens. Et pour avoir été cet après-midi en manifestation avec les centres sociaux qui sont en grande difficulté et qui se sont mobilisés ce jour, franchement tout le monde est inquiet devant une telle politique et ce qui s'annonce. Et donc il va falloir se préparer à se mobiliser, à revendiquer pour obtenir des victoires face à un gouvernement qui n'a pas l'intention de lâcher sa politique antisociale. Puis en parlant de victoire, pour terminer, hier tout de même, il y a eu une grande et belle victoire qu'il faut saluer, qui redonne de l'espoir, grâce notamment à celles et ceux qui ont ouvert la voie à cela, et je pense notamment évidemment à la présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui avait fait un travail parlementaire formidable sur le sujet. Hier, à l'Assemblée nationale, a été votée l'inscription dans la Constitution, ce qui permet de le protéger, du droit à l'IVG pour les femmes. Alors maintenant, c'est aux sénateurs que revient le moment de choisir et de voter en ce sens aussi pour que ce droit soit inscrit et gravé dans le marbre de la Constitution pour qu'il ne puisse pas être mis en cause aussi facilement qu'il l'est dans beaucoup de pays et notamment comme on a pu le voir récemment aux États-Unis. Voilà pour ma part ce que j'ai pensé du discours du nouveau Premier ministre. Voilà ce que j'avais à vous en dire en résumé. À vous de me dire ce que vous en avez pensé, je lirai vos commentaires avec attention et puis on se retrouve rapidement pour la suite. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le signaler. Et si vous n'êtes pas abonné, pour vous tenir informé de ce qui s'annonce pour les prochaines semaines et les prochains mois, n'hésitez pas à le faire. À très bientôt.